Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Nous voilà donc, mon colonel, dans la troisième partie de notre émission, de notre entretien, qui va porter sur l'attentat du 6 avril 1994. On ne va pas entrer dans les détails, hein, mais il y a des points quand même qui sont restés depuis 27 ans maintenant en suspens, ou alors sur lesquels il y a tellement de divergences, tellement de thèses, parfois les unes aussi contradictoires que les autres. Le 6 avril, pour rappeler le contexte, le président Habyarimana, accompagné d'une grande délégation, se rend à Dar es Salaam pour assister à une réunion, une conférence des chefs d'État de la région. Son homologue burundais y est aussi, tout comme leurs homologues tanzaniens, ougandais, et je pense qu'il s'agit bien de cela. Et une délégation zaïroise, mais pas le président Mobutu lui-même. Et donc le soir, en rentrant, avec son Falcon 50, hein, le président est assassiné en compagnie de son homologue burundais, le président Cyprien Ntaryamira, toute une partie de leur délégation ministérielle, le général Deo Nsabimana et les 3 membres d'équipage français qui pilotaient ou qui étaient aux commandes de cet avion Falcon 50, qui appartenait au président de la République, enfin à la présidence de la République et au Rwanda. Comment avez-vous vécu cet événement si tragique? Vous qui étiez chargé justement de la sécurité dans la capitale, vous qui ne vous attendiez certainement pas à cet attentat, vous attendiez plutôt le couronnement des efforts que vous aviez fait avec le président Habyarimana, avec très probablement l'autre partenaire, le FPR. Vous attendiez à la mise en place d'un nouveau gouvernement et de nouvelles institutions. Comment avez-vous vécu cette tragédie, mon colonel? Il est un fait que au moment où l'attentat s'est produit, on n'avait pas le sentiment immédiat qu'il s'agissait bien de l'avion du président Habyarimana. Bon. Le bruit que ça a fait donnait le sentiment que, à la limite, c'était un dépôt de munitions qui avait explosé. Mais bon, l'interrogation, elle a duré, disons, 10 minutes, un quart d'heure, grand maximum. Et là, on a appris que c'est l'avion du président Habyarimana qui avait été abattu par un missile. Très rapidement, après que l'information ou le renseignement a circulé, une réunion de crise a été convoquée à l'état-major des forces armées rwandaises au camp Kigali. Bon, il est évident que quand moi personnellement j'ai appris que le président était l'objectif et la victime de cet attentat, mais forcément, je crois que tous les acteurs qui étaient présents sur place se sont bien rendus compte qu'on vivait des moments historiques et que la situation pouvait dégénérer très rapidement et précipiter le pays dans le chaos. C'est la raison pour laquelle, très rapidement, une réunion de crise a été convoquée au camp Kigali et à laquelle
le général Dallaire et moi-même avons participé. Et du souvenir que j'en garde de cette réunion de crise, eh bien, les choses pour moi sont très claires. Les autorités gouvernementales qui étaient là présentes ont explicitement exprimé le souhait que les institutions, que les accords d'Arusha plutôt, que les accords d'Arusha soient mis en place le plus rapidement possible, puisqu'il restait toujours le gouvernement et l'Assemblée nationale qui devaient être mis en place. Donc, que les accords soient appliqués et ont également supplié, et le mot n'est pas trop fort, ont également supplié la Minuar de les aider pour que cette mise en place ou la concrétisation des accords d'Arusha puisse se faire. Là, il était évident que tout le monde était conscient que la situation que l'on vivait là était très délicate, puisque le chef de l'État était mort, le chef des forces armées était mort, et que par le plus grand des hasards, vraisemblablement, le ministre de la Défense n'était pas là, il était à l'étranger, le ministre de l'Intérieur était à l'étranger, et le G3 des forces armées rwandaises était également à l'étranger. Donc là, il y avait vraiment une perturbation profonde de toute la structure de l'État. Et donc, bon, je ne sais pas jusqu'où vous souhaitez que je poursuive, mais cette réunion de crise, finalement, avait pour objectif principal de faire l'état de la question, de voir ce qui pouvait être fait pour éviter précisément que le pays bascule dans le chaos. Et en ce qui concerne le secteur Kigali, bon, il a été décidé que le plus rapidement possible, la Minuar et la gendarmerie reprendraient des patrouilles communes dans la ville de Kigali, simplement pour montrer à la population que la situation était sous contrôle et qu'il y avait toujours ce qui se passait depuis plusieurs mois dans les rues, c'est-à-dire des patrouilles communes entre Minuar et gendarmerie. Et bon, lors de cette réunion de crise, il a aussi été décidé que la Première ministre, Agathe Uwilingiyimana, prononcerait un discours le plus tôt possible au matin du 7 avril pour faire une communication à la population. Bon, voilà comment j'ai vécu le tout début de la période après l'attentat. Et justement, au cours de cette réunion de crise, colonel, est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir affaire à des militaires décidés qui étaient éventuellement prêts à prendre les choses en main? Est-ce qu'ils donnaient l'impression de maîtriser la situation? Donnait-il l'impression plutôt d'être en panique, si on peut dire, quand même après la mort du président de la République, qui était lui-même le chef de l'armée? Non, moi, après la mort du général Habyarimana, est-ce que les militaires semblaient ou pouvaient donner l'impression d'avoir une responsabilité quelconque dans la disparition du chef de l'État, d'après vous? Non, le sentiment que moi j'ai éprouvé des échanges qui se sont produits au cours de ce comité de crise, c'est que, bon, et là, j'étais en présence des participants, c'est qu'ils étaient tous sous le coup du drame qui venait de se produire. Il n'y a personne qui a exprimé une idée, quelle qu'elle soit,
de s'emparer du pouvoir, je ne sais quoi. Non, ce qui a été exprimé, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est la stabilité du pays, mettre en place les institutions de transition, poursuivre le processus de paix et demander l'appui, mais à 100% de la MINUAR, et aussi ce qui a été exprimé, la demande a été expressément exprimée à l'égard du général Dallaire, c'est de communiquer à New York que les autorités gouvernementales n'étaient pour rien dans ce qui venait de se passer et que leur intention était vraiment de poursuivre le processus de paix. Donc, s'il y avait eu des réactions vraiment, oui, comme on prétend que le noyau dur était impliqué dans l'attentat et ainsi de suite, ben, on l'aurait tout de suite senti, mais ça n'était pas le cas. Tout le monde était atterré. Bon, que ce soit les Rwandais ou que ce soit les casques bleus de la MINUAR, on se rendait bien compte que là, on vivait des moments historiques et que le pays risquait de basculer d'un moment à l'autre dans le chaos. Et ce qui a été tenté, c'était justement d'éviter qu'on bascule dans le chaos, parce que là aussi, on était absolument convaincus que si on passait du mauvais côté, eh bien c'était irrémédiable, on n'allait pas revenir en arrière. Justement, vous venez d'en parler en passant. Il y a une assertion, une affirmation carrément émanant de certains milieux qui disent que l'attentat contre l'avion du président Habyarimana a été opéré par le noyau dur des extrémistes hutus militaires et qui voulaient se débarrasser d'un président mou et pas trop modéré à l'égard des Tutsis. Vous qui étiez à Kigali, est-ce que vous avez l'impression que cela peut avoir un fondement quelconque? Personnellement, je n'y crois pas, mais vous qui étiez présent, qui êtes témoin de cette période, qu'en pensez-vous? Mais encore une fois, ce genre d'assertion que l'attentat aurait été commis par un noyau dur d'extrémistes qui trouvaient le président trop mou, eh bien, ça méconnaît totalement la situation politique qui prévalait au mois de mars 1994. À cette époque-là, eh bien, tout le monde était bien conscient que, et je parle ici même des extrémistes, que tout le monde avait intérêt, enfin, je parle ici de la composante Hutu, gouvernementale, et de toutes les composantes de cette entité. Donc, tout le monde avait bien conscience que l'intérêt était de permettre que le processus de paix aille à son terme. Pour quelle raison? Parce que, à l'issue du processus de paix, il y avait ces fameuses élections libres et qu'à l'occasion de ces élections, tout le monde était bien conscient que le vote, grosso modo, qui se serait déroulé à ce moment-là, eh bien, il aurait le caractère ethnique qu'il a toujours. Selon l'expression du professeur Lugan, c'est l'ethno-arithmétique. Eh bien, les Hutus auraient voté pour des parlementaires Hutus, à quelques rares exceptions, et les Tutsis, bien entendu, auraient voté aussi, à quelques rares exceptions près, pour des parlementaires Tutsis. Et ça, les deux camps étaient bien au courant que le fait d'aller aux élections, eh bien, le résultat était connu d'avance. Bon. Et donc, ce résultat, eh bien, ne plaisait mais en aucun cas au FPR, qui, lui, avait une autre vision de ce que devait être l'avenir. Et je l'ai vécu pendant mon séjour, où de façon répétitive, les responsables du
du FPR ont essayé de faire comprendre à la minuar qu'il devait peut-être remplacer le président Habyarimana par une autre autorité qui pouvait, le cas échéant, rencontrer l'accord de l'ensemble des composantes de la société rwandaise. Donc, il y avait vraiment une tentative là, de venir essayer de modifier les termes du processus de paix, puisque la position du président de la République, elle était coulée en force de choses, puisque c'était bien le président Habyarimana qui devait assurer la présidence lors de la période de transition. Donc là, il y avait toute une série d'éléments qui faisaient bien comprendre que le FPR avait aussi bien compris que arrivé aux élections, eh bien, il ne pourrait pas avoir la liberté qu'il souhaitait avoir pour imposer sa façon de voir les choses. Et alors, dans ce contexte, puisqu'il y avait cette conviction que pour même les extrémistes, ils avaient tout intérêt à aller jusqu'à la fin du processus, et la meilleure preuve, c'est que la CDR, dont j'ai déjà parlé, elle avait décidé d'intégrer ce processus de paix. Grâce, évidemment, à l'implication du corps diplomatique et vraisemblablement aussi d'une certaine bonne volonté de l'ensemble des partis du paysage politique, sauf, je le répète, du FPR qui ne voulait pas voir la CDR être intégrée au processus de paix. Alors, j'ai parlé précédemment des différentes tentatives de mise en place des institutions de transition. Les deux dernières ont eu lieu le 25 et le 28 mars 1994. À ce moment-là, les deux pierres d'achoppement qui empêchaient encore les institutions de se mettre en place avaient été solutionnées. Et il y avait un accord politique pour que l'installation du gouvernement et de l'Assemblée nationale de transition puisse se faire. Et le 25 mars, au moment où l'ensemble des partis politiques se retrouvaient ou devaient se retrouver au CND, le FPR a décidé de jouer la politique de la chaise vide et ne s'est pas présenté à la prestation de serment. En l'absence du FPR, forcément, on ne pouvait pas mettre en place les institutions auxquelles le FPR devait aussi participer. Et ces deux échecs, ces deux derniers échecs avant l'attentat, ont quand même été très perturbants parce qu'on s'est rendu compte que là, il y avait vraiment un recul de la part du FPR qui, bon, c'était pas un protagoniste facile, mais bon, on peut le comprendre et forcément, chacun avait ses exigences, qu'on soit de l'un ou de l'autre côté. Mais là, cette politique de la chaise vide, ça a été un déclic qui a fait percevoir certaines choses. Et je vais reprendre ici un passage du livre de M. Bobo. Dans son livre « Le patron de Dallaire parle », qui parle justement de cet échec des deux dernières tentatives de mise en place des institutions. Et voilà ce qu'il en dit à propos du FPR et de son absence à la cérémonie de mise en place. Son masque venait de tomber. Il avait longtemps caché son jeu, mais cette fois, les choses étaient claires. Ce parti n'avait certainement pas envie de faire aboutir le processus de paix. Tout laissait donc croire
que ce mouvement était bien contre la paix. Je crois qu'on peut être plus clair dans le chef du représentant spécial du secrétaire général. Donc, cet épisode de refus de participer au processus démocratique a été un déclic vraisemblablement pour pas mal de monde qui a commencé à percevoir la mentalité ou les véritables objectifs du Front patriotique rwandais. En tout cas, le FPR a refusé d'aller de l'avant et de participer de façon démocratique au jeu démocratique qui était prévu par le processus de paix. Et je reste convaincu que le Front patriotique rwandais avait son rôle à jouer, mais le rôle à jouer, comme en toute démocratie, en fonction de l'importance qu'il occupait dans la société même. Et donc, voilà ce qui s'est passé quelques jours à peine avant l'attentat. Colonel Marshall, justement en parlant de l'attentat et de ce qui a suivi, c'est une période très très dure pour tous les Rwandais, mais aussi pour tous les observateurs civils ou militaires qui étaient au Rwanda ou qui suivaient l'histoire du Rwanda en ce moment-là. Qui, selon vous, bien sûr qu'il y a eu une fois encore plusieurs thèses, hein, mais sur le terrain, il ne devrait pas y avoir de thèse en fait. C'est question de savoir qui a fait quoi, qui a déclenché les hostilités au lendemain ou pendant la nuit qui a suivi l'assassinat du président Habyarimana, qui a déclenché les hostilités. Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments? Ensuite, j'aimerais vous poser quand même une question qui va certainement être assez... je ne sais pas comment vous allez l'aborder, mais ça vous concerne directement. Le tout, c'est qu'une semaine plus tard, le contingent belge a quitté le Rwanda. N'oublions pas que 10 militaires belges de la MINUSMA venaient d'être assassinés par des militaires rwandais réformés parce qu'ils étaient des blessés de guerre. Si vous pouvez nous raconter tout ça, donc quelle partie a déclenché les hostilités, ou alors ça s'est fait tout à fait normalement et spontanément et concomitamment dans les deux parties. Et ensuite, qu'est-ce qui a motivé le retrait des troupes belges du Rwanda? Enfin, les troupes belges de la MINUSMA. Qu'est-ce qui a fait que le gouvernement belge a décidé de les retirer donc d'abandonner finalement leurs fonctions pendant cette période si tragique? Concernant la responsabilité dans la reprise des hostilités, eh bien, figurez-vous que c'est quelque chose qui m'interpelle toujours, c'est que cette responsabilité, elle est rarement, si pas jamais, évoquée dans toutes les discussions que l'on entend depuis maintenant pratiquement 25 ans et qui est fondamentale, hein, puisque au moment de l'attentat, il y avait quand même un processus de paix. Il y avait deux parties qui ont signé les accords de paix d'Arusha, c'est-à-dire qu'ils s'engageaient dans un processus de paix. Et que quand on est dans un processus de paix, ben oui, en principe, c'est pour faire la paix et pas la guerre. Et que donc, suite à l'attentat, s'il y avait eu une véritable volonté commune, donc je parle de volonté commune de préserver la paix, eh bien, nous aurions dû assister au minimum à une ou deux tentatives de négociation entre les partis en présence, donc le parti gouvernemental et le FPR, pour essayer de trouver une solution à la situation. Alors, j'en ai déjà parlé lors de la réunion de crise. Bon, mais les choses pour moi étaient très claires. Ce qui a été exprimé de la partie gouvernementale, c'était la poursuite du processus de paix
et la mise en place le plus rapidement possible des institutions de transition. Du côté du FPR, il n'y a jamais eu pareille demande. Bien au contraire, dans les heures, si pas les minutes qui suivirent l'attentat, les troupes de l'armée patriotique rwandaise quittèrent leur position dans la zone démilitarisée pour entamer une offensive d'envergure stratégique qui se termina 4 mois plus tard par une victoire militaire totale, militaire et politique totale. À Kigali, le bataillon de Charles Kayonga, qui s'y trouvait depuis décembre 1993, entama les hostilités le 7 avril à 16h30 environ, sans que son bataillon ait fait l'objet d'attaques de la part des forces armées rwandaises. Donc il n'y a pas eu de provocation. C'est tout seul, sans rien, il est parti. Alors, peu avant le déclenchement des hostilités à Kigali, alors que je rappelle que les troupes au nord avaient déjà quitté leur position, donc il y avait déjà eu un début d'offensive. Bon, peu avant le déclenchement des hostilités à Kigali, cette Sendashonga, une des autorités du FPR qui était présente à Kigali, était en communication avec le général Dallaire. Pour une raison que j'ignore, leur conversation est passée sur le réseau radio de la MINUAR. J'ai donc entendu, je l'ai entendu, Sendashonga, menacer que si un terme n'était pas mis au massacre des Tutsis, le FPR allait reprendre les hostilités. En réponse, le général Dallaire exhorta le représentant du FPR, Sendashonga, de surseoir à tout acte qui mettrait en péril le processus de paix. Donc il y a bien eu une mise en garde de la part du général Dallaire. Mais face à l'intransigeance de son interlocuteur, le général Dallaire a alors signifié, mais clairement et solennellement, que si le FPR reprenait les hostilités, il porterait seul la responsabilité des conséquences de sa décision. Donc, les choses sont claires. Le général Dallaire l'a dit, je l'ai entendu. Si le FPR déclenchait les hostilités, il porterait seul la responsabilité des conséquences de sa décision. Qui évoque encore aujourd'hui, ou qui a déjà évoqué cette responsabilité du FPR dans la reprise de la guerre? Et cet entretien se passait quand, mon colonel? Eh bien, le 7 avril, quelques minutes, non, au moment où Charles Kayonga a sorti de son cantonnement pour attaquer le bataillon de la garde présidentielle. Et on demandait que l'assassinat ou le massacre des Tutsis s'arrête. Est-ce qu'en ce moment-là, il était vraiment question de massacre des Tutsis ou plutôt d'opposants politiques des deux côtés d'ailleurs, parce qu'au cours de cette même nuit, le FPR a mené des incursions dans les quartiers de Remera, Kichukiro et ailleurs, où ils ont assassiné des fonctionnaires, des hommes d'affaires, des personnalités connues, dont nous avons la liste. Pendant que de l'autre côté aussi, quand même, sur les collines de Kimihurura et environ, il est vrai que la partie rwandaise a commis aussi des assassinats contre des personnalités politiques connues. Mais il n'était pas question pourquoi cette Sendashonga devait mettre en garde la MINUAR sur le massacre des Tutsis, d'où il sortait ça? Je vais vous donner mon sentiment personnel, qui n'engage que moi, bien entendu, mais c'était un prétexte pour pouvoir entamer les opérations à Kigali. Bon, pour ne pas... Et c'est ce qui s'est fait d'ailleurs, parce qu'au moment où Kayonga est sorti de ses positions, Dallaire et Sendashonga se parlaient encore. Hein. Donc, tout ça s'est fait dans la foulée, et donc que la volonté, ce que je veux dire, c'est que la volonté du FPR était très claire. Hein, c'était la suite logique de ce qui avait été déclenché au nord, et il fallait déclencher quelque chose à Kigali, parce que sur le plan tactique,
il fallait geler les unités qui étaient les unités d'élite de l'armée rwandaise, il fallait les geler à Kigali pour permettre le développement de l'offensive qui est partie vers l'Est pour faire un immense mouvement d'enveloppement du pays, hein, et pouvoir refouler sur un front large la population et les forces armées rwandaises. Donc, je le répète, et encore une fois, ça n'engage que moi, pour moi, ça reste un prétexte pour pouvoir donner une explication ou une justification à le début, le démarrage des hostilités à Kigali. Mais bon, ce que j'ai aussi constaté, c'est que dans les jours qui ont suivi, le FPR n'a jamais tenté de protéger les Tutsis. Il a infiltré plusieurs bataillons dans la ville, mais ces bataillons ont été destinés à attaquer les éléments de l'armée rwandaise, de la gendarmerie, et ainsi de suite. Donc, ces éléments n'ont jamais participé à la création de zones libres, disons, où les Tutsis auraient pu se réfugier ou auraient pu être en sécurité. Ça n'a pas été le cas. Donc, ce qui se passait là, c'était bien des opérations de guerre qui étaient portées directement à l'ennemi, hein, l'ennemi, les forces armées rwandaises. Et donc, Vous êtes un stratège quand même, c'est votre formation, vous avez toute votre vie travaillé dans des opérations militaires stratégiques. Est-ce que vous pensez vraiment que, malgré tout ce qu'on nous dit, le FPR aurait pu lancer une telle offensive sur tous les fronts, dans le nord, à Kigali et partout où se trouvaient ces militaires? Est-ce que cela était possible si ce n'était pas planifié? Est-ce que dans les minutes qui ont suivi l'attentat, le commandement du FPR pouvait décider et lancer ce genre d'opération si ce n'était pas planifié sur le plan strictement militaire? Vous, en tant que colonel, stratège, vous pensez que cela fut possible? non, évidemment, c'est impossible. On ne peut pas profiter d'une situation comme la disparition du chef de l'État et du chef des forces armées pour, au claquement de doigts, initier une offensive qui durera quand même 4 mois et qui était au niveau puissance militaire très importante, parce avant de pouvoir déclencher pareille offensive, il y a tout un processus à respecter. Bon, il y a d'abord la manœuvre sur le plan stratégique, donc là, il y a une conception, une réflexion qui doit être faite, et dans l'exécution de cette offensive, quand on étudie militairement le processus qui a été suivi, elle a été bien prévue et bien planifiée. Il y avait vraiment un but bien précis et il a été respecté. Donc il y a la planification. Il y a tout le processus d'état-major. Il faut faire des ordres. Hein, il ne s'agit pas de dire on va faire ceci, on va faire cela, non. Pour déclencher une opération qui met en œuvre des milliers d'exécutants, eh bien, il y a des ordres précis qui doivent être mis sur papier, diffusés. Les ordres doivent être donnés aux différents échelons. Tout ça prend un certain temps. En plus de ça, pour pouvoir démarrer l'offensive, il faut mettre les troupes en place. Et jusqu'au dernier des militaires, il doit être briefé sur la mission qu'il est censé exécuter dans le cadre de la mission générale. Donc, tout ça, il ne faut pas être breveté d'état-major pour comprendre. C'est un processus tout à fait logique qui prend un certain temps et ce n'est pas compressible. On ne peut pas dire on va réduire les X jours nécessaires pour le faire en 1 heure ou 2. Ça, c'est impossible. Puis, il y a aussi un autre élément qui est significatif dans la planification, c'est que
pour que des opérations militaires puissent se dérouler normalement, et là, on parle d'un délai de plusieurs mois, eh bien, le potentiel qu'un bataillon possède pour mener des opérations de guerre, eh bien, c'est maximum 1 à 2 jours. Et après ça, il s'arrête parce qu'il n'a plus de cartouches à tirer, ou bien plus d'essence pour faire rouler les véhicules. Enfin, il y a quand même une grande partie qui se faisait à pied, vraisemblablement. Donc, le FPR a dû constituer des stocks, mais des stocks importants pour pouvoir soutenir ces opérations de façon continue. Et là, ça a aussi demandé un certain temps, parce que ces stocks, ça ne se constitue pas en 3 semaines. Surtout que, bon, il y a une partie des stocks qui venaient de l'armée, enfin, qui auraient pu venir pendant les opérations de l'armée ougandaise, mais il y en a qui avaient été stockés au Rwanda même, dans des caches d'armes. Et je suis personnellement témoin de ce qu'un gradé, donc un responsable, un sous-officier du FPR m'a expliqué au début du mois d'avril, quand un des bataillons est venu attaquer le camp de gendarmerie de Kachiru. Mon quartier général a été englobé dans la position du FPR, et j'ai eu l'occasion de parler à certains militaires du FPR parce que je voyais qu'ils n'avaient pratiquement, à part leurs armes, ils n'avaient rien d'autre sur eux. Alors que quand on voit les militaires occidentaux qui partent en opération, qui sont en plein combat, ils ont un sac sur le dos, ils ont des cartouches partout, et eux avaient juste leurs armes et ainsi. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que vous partez comme ça? Ah, mais nous, on est parti sans rien. C'est la réponse que ce sous-officier m'a faite. On est parti sans rien et on s'est équipé en cours de route parce qu'il y avait des stocks de munitions qui avaient été préparés avant le début de l'offensive. Donc, il y a eu vraiment planification. Parce que sinon, l'opération militaire du FPR n'aurait pas pu se faire et durer les 4 mois qu'elle a duré. Donc, je dis oui. Par rapport à votre question, en effet, il y a bien eu planification de la part du FPR. On peut, sans avoir peur de le dire, utiliser le mot traîtrise, en fait. Mais oui, exactement. C'est de la traîtrise. Le FPR a mis à profit ce processus de paix en laissant croire qu'il était preneur et qu'il allait participer à l'évolution du système politique et participer à la vie de la société rwandaise, parce que par rapport aux incursions qu'il avait faites entre 90 et 93, sa machine de guerre n'était pas encore au point, et donc Paul Kagame a mis à profit les semaines dont il a pu profiter pendant toutes ces tentatives de mise en place et ainsi de suite, pour peaufiner sa préparation. Et quand il a estimé que tout son dispositif était prêt à être injecté dans sa stratégie, il a déclenché l'attentat et dans la foulée, il a lancé ses divisions ou ses bataillons dans la conquête du territoire national rwandais. Avant de terminer notre émission, colonel Marshall, il y a un épisode, je ne sais pas, qui est resté secret ou en tout cas inconnu de la plupart des observateurs. C'est la fameuse journée où des militaires belges de la Minoire auraient accompagné une délégation du FPR dans le parc Akagera pour un travail d'observation environnementale. Et comme par hasard, c'est l'équipe du lieutenant Lotin, je pense, ils se sont retrouvés
le lendemain ou le même jour, le même soir, chez le Premier ministre Agathe Uwilingiyimana. Et c'est de là qu'ils ont été enlevés pour être assassinés ensuite dans le camp de Kigali. Est-ce que vous avez plus d'éléments que moi? Parce que à un moment donné, je vous ai entendu dire que vous n'étiez pas du tout informé de cette visite, de cette mission, alors que ces gens, c'était vos soldats, ils étaient placés en principe sous votre direction. Est-ce que vous avez plus d'éléments aujourd'hui, mon colonel? Et je vais vous dire que quand j'ai quitté le Rwanda, quand on m'a finalement obligé à quitter le Rwanda, bon, je suis parti avec énormément de questions auxquelles, depuis 25 ans, enfin plus de 25 ans, j'essaye d'apporter réponse. Et précisément, concernant cette fameuse mission du lieutenant Lotin du 6 avril, je me pose toujours la même question. Qu'est-ce qui s'est réellement passé cette journée-là? Parce qu'il y a un tas de points d'interrogation auxquels, jusqu'à présent, je n'ai eu aucune réponse. Tout d'abord, pour être très clair, j'étais le seul à pouvoir autoriser ce genre de mission. Dans la période qui a précédé l'attentat, tous les jours, il y avait des missions d'escorte et ainsi de suite. Et ça, c'était des missions de routine. Bon, ça, j'avais un officier d'état-major qui s'occupait de régler ces problèmes-là. Mais les escortes, où il y avait certitude que les liaisons radio allaient être coupées à cause de la distance, ça, je m'en réservais seule l'autorisation de les accorder. Même le général Dallaire, ça avait été mis au point, parce que j'avais eu un incident au tout début de notre mission, où le QG du général Dallaire avait envoyé une section de démineurs à un endroit où il n'avait plus liaison radio. Et là, j'ai dit, moi je ne suis pas d'accord, je suis aussi responsable de la sécurité de mes hommes. Et en ce qui concerne ce genre de situation où les liaisons radio risquent d'être interrompues, je me réserve seule l'autorisation de l'accorder. Donc, c'est bien clair, ça devait passer par moi. Or, moi, je n'ai pas été mis au courant. L'officier d'état-major, de mon état-major, qui devait collationner les demandes et accorder les escortes, n'a pas été informé. Le commandant de bataillon belge n'était pas au courant. Et j'ai appris ça beaucoup plus tard. En fait, le responsable du FPR, dont vous devez certainement connaître le nom, c'est Deus Kagiranesa, a réglé ça directement avec le lieutenant Lotin, en dehors de toute procédure, puisqu'il était très bien au courant qu'une demande officielle devait être introduite pour n'importe quelle escorte. Donc, il dit s'être arrangé directement avec le lieutenant Lotin qu'il connaissait bien. Tout comme pour dire, bon, ben oui, ça faisait longtemps qu'on travaillait ensemble et on a réglé ça comme ça. Ça, c'est un mensonge, parce que le lieutenant Lotin, ça faisait à peine quelques jours qu'il était au Rwanda. Et donc, il ne pouvait pas connaître Deus Kagiranesa. Et donc là, il y a eu manifestement une volonté du FPR, je vais rester très général, de profiter du changement entre le premier bataillon belge et le second, où ceux qui venaient d'arriver n'étaient pas encore tout à fait au courant des procédures et ainsi de suite, pour abuser de la situation et faire quelque chose qu'ils n'auraient pas pu faire autrement. En plus, initialement, la demande, enfin, il n'y a pas eu de demande, mais la destination de cette escorte, c'était le parc des Virunga. Le parc, vous avez dit le parc des Virunga dans le nord ou le parc de la Kagera?
Non, initialement, c'était le parc des Virunga. Et au dernier moment, ils sont partis vers la Kagera. Or, si vous regardez sur une carte, parce que c'est ça qu'on a reproché et qui est parti et qui est passé, c'est que l'escorte du lieutenant Lotin est passée 2 fois au matin et le soir à proximité de la ferme de Masaka. Bon, c'est ce qui a été dit. Mais en allant vers les Virunga, ils ne passent pas tout près de la ferme de Masaka. Par contre, en partant du CND vers la Kagera, il doit passer par cet endroit-là. Donc là, il y a une série de questions auxquelles j'aimerais bien avoir réponse, mais que jusqu'à présent, je n'ai pas, et je suis d'autant plus interpellé que Deus Kagiranesa est réfugié en Belgique depuis le début des années 2000 et qu'il détient un secret dont il ne veut pas parler. Parce que je reste convaincu, jusqu'à preuve du contraire, qu'il y a quelque chose qu'on veut nous cacher et que cette mission d'escorte avait une autre finalité que celle qu'on veut bien présenter et que la commission belge sur le Rwanda définit comme une mission plus touristique qu'opérationnelle. Je n'en suis pas convaincu. Et là, les circonstances dans lesquelles tout ça s'est arrangé, c'est éminemment interpellant. C'est interpellant. Nous sommes là dans une zone d'ombre que seuls ceux qui ont traversé cette zone pourront un jour donner la clé. Et je vous dirais même plus, c'est que Kagiranesa a quand même été interrogé ici par le juge Van der Meers, par d'autres magistrats, et de même que Charles Kayonga a été interrogé à propos de cette fameuse mission, et lui dit, moi je suis au courant de rien, on m'en a pas parlé. Or, quand on sait à quel point tout était dirigé vers le haut au niveau FPR, au point de vue décision et ainsi de suite, que tout ce qui se faisait, le chef était d'office au courant, je doute que Charles Kayonga ne soit pas au courant de cette mission, qui était quand même une mission qui débordait du cadre habituel des escortes qui étaient pratiquement, oui, donc qui étaient réalisées quotidiennement. Donc c'était vraiment quelque chose de particulier. Et dans l'interrogatoire qu'il a eu, l'audition qu'il a eue, il a fait celui qu'il ne connaissait pas. Bon, alors là, ça me paraît encore plus étrange. Donc voilà une des questions à laquelle, malheureusement, je n'ai toujours pas de réponse. Et c'est vrai, il y a eu un enchaînement. Le lieutenant Lotin, il était encore au moment où à l'issue de cette longue escorte qui lui a pris toute la journée, il était occupé à faire le plein en carburant de cette Jeep. Bon, l'attentat a eu lieu. Bon, il a été dans un premier temps intégré dans le dispositif de défense de l'aérodrome de Kigali. Et puis de là, il a reçu la mission suite à la réunion de crise où il a été décidé d'envoyer une escorte à la Première ministre. Bon, il a été désigné pour aller assurer la protection et la protection du déplacement de la Première ministre jusqu'à la radio du Rwanda. Et donc, il s'est retrouvé là, vers 5h30 du matin à la résidence d'Agathe Uwingimana. Et puis, la situation sur place s'est envenimée. Ils ont fait l'objet... Bon, Agathe est partie, elle s'est sauvée environ vers 8h30. Bon, le détachement Lotin est resté sur place et là, il a été pris à partie par les militaires des forces armées rwandaises. Et à un certain moment, le major Ntouya-Aga, je reste convaincu qu'il a voulu apaiser la situation
Donc, il a dit, bon, ben, déposez les armes et je vous amènerai à un cantonnement de l'ONU. Bon, le dépôt d'armes ou la remise des armes ne s'est pas faite de manière paisible parce que 4 casques bleus belges ont été mis au sol et menacés d'une arme directement. Et face à cette situation, bon, forcément, le restant de l'escorte a déposé les armes. Ils ont été transportés au camp Kigali. Et là, en entrant au camp Kigali, il y a un sous-officier rwandais qui a crié « Voilà ceux qui sont responsables de la mort du président ». Donc, c'est bien connu depuis 1994. On connaît le nom de ce sous-officier. Il s'appelle Léonard Sebutiongera. Et c'est ça qui a déclenché la fureur des soldats qui étaient justement rassemblés sur la plaine de rassemblement. Ils se sont précipités, pas sur les... Oui, il y avait 10 casques bleus belges, mais il y avait aussi 5 casques bleus ghanéens qui étaient aussi en protection de la première ministre. Donc ces 15 casques bleus ont été frappés, dont certains Ghanéens qui par après ont eu la vie sauve, ont eu des blessures très graves. Et comme il y avait sur place un observateur militaire qui était en permanence au camp Kigali, hein, pour effectuer les contrôles dans le cadre du protocole d'accord sur la zone de consignation des armes. Donc, c'est lui qui a négocié la libération des 5 Ghanéens. Et bon, les casques bleus belges, enfin, du moins ceux qui pouvaient encore se déplacer, ont essayé de trouver refuge dans son bureau. Et puis, malheureusement, ils ont été assassinés les uns après les autres. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que si malheureusement les casques bleus belges ont été massacrés, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est bien parce qu'on les a rendus responsables de l'attentat et de la mort du président. Et donc, en ce qui me concerne, moi, je voudrais bien savoir qui a planifié l'attentat. Parce que pour moi, c'est lui ou c'est eux les véritables responsables du massacre des 10 casques bleus belges. Or, jusqu'à présent, on ne veut pas savoir qui a organisé cet attentat, hein, et qui est effectivement responsable, entre autres, du massacre des 10 casques bleus belges, mais aussi, hein, des centaines de milliers d'autres, hein, parce que tout ça fait partie, malheureusement, du même contentieux. Et deux questions de détail, colonel Marshall. Vous dites qu'ils étaient, pendant qu'ils se faisaient massacrer, en compagnie de leurs collègues ghanéens, de quelques militaires ghanéens, et que les Ghanéens ont eu la vie sauve, en fait. Parce que les soldats rwandais ont sans doute considéré que ces Ghanéens n'avaient pas pris part à l'assassinat du président Habyarimana. Mais est-ce que ces Ghanéens les avaient accompagnés dans le parc? Et une autre question, c'est comment se fait-il qu'après une journée de visite dans le parc avec une délégation du FPR, comment se fait-il que l'équipe du lieutenant Lotin s'est retrouvée chez le Premier ministre? Est-ce que d'habitude, c'est là qu'ils étaient positionnés et qui les a envoyés là pour faire quoi? C'est une question que nous sommes en droit de nous poser. Donc, première question, les 5 Ghanéens étaient en protection à la résidence de la Première ministre, c'était permanent. Donc, toute une série d'autorités rwandaises, et du FPR aussi d'ailleurs, avaient en permanence une protection. Donc, eux étaient déjà sur place à la résidence de la Première ministre. Alors, en fait, le lieutenant Lotin, il était le chef d'un petit groupe, d'un peloton, enfin, en France, ça s'appelle une section, dont la mission était de fournir les escortes, et essentiellement des escortes. Et donc, puisque dans le courant de la nuit, une décision a été prise de fournir une escorte à la Première ministre pour lui permettre d'aller
à Radio Rwanda prononcer une allocution, forcément, c'est toujours le lieutenant Lotin qui était chargé de faire ou d'exécuter cette mission. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à la résidence de la Première ministre. Mais est-ce qu'au retour de sa mission dans le parc, il avait fait un quelconque rapport à ses supérieurs? Non, il n'a pas eu le temps. Je vous ai expliqué qu'il était occupé à faire le replein de ses véhicules en carburant et qu'il a directement été intégré dans le dispositif de défense de l'aérodrome. Et sa mission d'escorte chez la Première ministre, il l'a reçue vers, je dirais, 2h30 du matin. Et donc, il a quitté l'aéroport de Kanambe pour repasser par son endroit de bivouac et directement rejoindre la résidence de la Première ministre. Eh bien, mon colonel, merci beaucoup pour cet entretien qui est un témoignage très très fort parce que le public a souvent l'impression de tout savoir. Moi-même, qui ai quand même fait des recherches sur cette période, je me retrouve vraiment comme un enfant qui boit un jus qu'il adore, qu'il aime boire, mais qui n'a pas tous les jours. Eh bien, le public, les auditeurs de La Voix des Grands Lacs ne saura pas vous remercier suffisamment pour votre témoignage qui apporte un éclairage nouveau sur une période que vous êtes un des rares à maîtriser puisque vous étiez présent une fois encore. Seul celui qui a traversé la nuit peut la raconter. En Kinyarwanda, ils disent « Ijoro libaruwarirai ». C'est le sens de cet adage. Eh bien, on n'en a pas fini avec les analyses et les témoignages sur cette période douloureuse. Et je vous invite, si vous l'acceptez, à participer à une autre émission qui pourra, si vous voulez, se présenter comme la suite. Quelques jours après, en effet, la Belgique décide de retirer ses troupes du Rwanda. On ne va pas en parler malheureusement aujourd'hui. Notre émission a duré plus longtemps que je ne pensais, que nous nous pensions tous les deux d'ailleurs. Eh bien, ce sera l'autre partie de cette émission et j'invite les téléspectateurs à se préparer à des révélations encore plus percutantes parce que ce retrait a eu des conséquences énormes dans la vie des Rwandais et des Belges, dans la diplomatie belgo-rwandaise, voire internationale. Ce retrait a fait l'objet de beaucoup de polémiques en Belgique, au Rwanda, en France et partout dans le monde. Nous en parlerons donc dans la partie qui va suivre. Et mon colonel, si vous pouvez prononcer un dernier mot, et si vous avez un message à apporter à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. La parole est à vous, colonel. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup pour votre invitation. Bon, c'est vrai que la recherche de la vérité est un processus très lent, très long, et je le regrette parce que pendant ce temps-là, nous sommes tous conscients que une population qui a déjà été tellement éprouvée continue à vivre dans des conditions plus que difficiles. Et bon, tous ceux qui ont participé à ce mouvement pour amener la paix au Rwanda restent bien entendu fort meurtris parce que au lieu d'amener la paix, bon, finalement, on a un peu le sentiment d'avoir amené la guerre et que cette guerre n'est pas terminée et que le peuple rwandais n'a toujours pas retrouvé paix et sérénité qu'il mérite certainement grandement. Et je profite de l'occasion aussi pour finalement vous remercier, vous, pour toute l'énergie que vous déployez, parce que j'ai parlé de manifestation de la vérité, et bien, bon, toutes ces petites pierres que l'on peut ajouter à l'édifice, même si ça prend du temps,
mais j'imagine qu'à un certain moment, la vérité finira par percer et à s'imposer au mensonge et à l'intoxication qui règne depuis de trop nombreuses années. Voilà, un grand merci à vous. Bien, je vous remercie, mon colonel. Je pense que vous et moi, on est dévorés par un virus et que nous sommes très probablement plusieurs à partager, c'est le virus de la vérité. On tient absolument à dire la vérité, surtout que nous concourons à une cause qui en vaut la peine en tout cas. C'est la reconstruction mentale des Rwandais, des Belges et de tous ceux qui ont été concernés par les malheureux événements du Rwanda, 94, avant et après. Une fois encore, donc, je vous remercie au nom de tous les auditeurs de La Voix des Grands Lacs. Au revoir et à très bientôt, colonel. À bientôt, monsieur l'ambassadeur. Au revoir. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?